Poésie de Stéphane Mallarmé, Mes bouquins refermés, dernier poème du recueil. Mes bouquins refermés sur le nom de Paphos, ils m'amusent délire avec le seul génie, une ruine, par mille écumes bénies, sous l'hyacinthe au loin de ses jours triomphaux. Court le froid avec ses silences de faux, je n'y ululerai pas de vide nenni, si ce trait blanc et bas au ras du sol dénie à tout site l'honneur du paysage faux. Ma faim, qui d'aucun fruit ici ne se régale, trouve en leur docte manque une saveur égale, qu'un éclate de chair humain et parfumant. Le pied sur quelque guivre où notre amour tisonne, je pense plus longtemps, peut-être éperdument à l'autre, au sein brûlé d'une antique Amazone. Pour espérer percer l'hermétique système de défense de Mallarmé le mal nommé, il faut s'armer de persévérance et procéder par approches successives. Mes bouquins refermés sur le nom de Paphos, le premier vers du sonnet nous montre la voie. Prendre d'abord le temps de s'arrêter sur quelques mots qui jalonnent le poème comme autant d'aspérité. Paphos d'abord, cité côtière du sud-ouest de Chypre au large de laquelle, selon la mythologie, Aphrodite, déesse grecque de la beauté, de l'amour et de la fertilité, Vénus pour les Romains, naquit de l'écume et où se trouvent encore les ruines d'un temple antique à celle-ci consacrée. L'hyacinthe ensuite, au 4e vers. Parmi les définitions qu'en donne le dictionnaire d'Émile Littré en 1874, nous retiendrons celle d'une pierre précieuse d'un jaune tirant sur le rouge ou d'une étoffe couleur de cette pierre. Paphos, hyacinthe, ces deux mots nous donnent des indices sur les bouquins refermés par le poète. Peut-être les fleurs du mal de Baudelaire, on pense à ces vers de Lesbos, à l'égal de Paphos les étoiles l'éclairent, et Vénus à bon droit peut jalouser Sappho. Ou à ceux de l'invitation au voyage, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Peut-être aussi les cariatides de Théodore de Banville, et ce songe d'hiver dans lequel il énumère les figures de Vénus, et celle dont Paphos a connu les douceurs. Mais poursuivons notre mot à mot pour buter au 2e quatrain sur la nénie. D'ordinaire utilisé au pluriel, ce terme désigne un chant funèbre dans la Grèce ou la Rome antique. Au dernier tercet, nous tombons sur une guivre. C'est un serpent, synonyme de la couleuvre, de la vipère ou de la vouivre. Dans un sens héraldique, c'est un serpent engloutissant un humain ou un animal. Dans le poème, c'est par synecdoque un chenet de cheminée dans lequel est sculpté cet animal. Amazone, enfin, dernier mot du sonnet. C'est une combattante issue de cette nation légendaire de femmes guerrières dont le nom signifie « celles qui n'ont pas de sein » parce qu'elles avaient le sein droit coupé pour mieux manier les armes au combat. Une fois compris ces mots rares, une fois assimilé une syntaxe recherchée, une fois décrypté cette périphrase imagée qui fait des flocons de neige balayés par le vent un trait blanc et bas au ras du sol, nous pouvons relire le sonnet. C'est alors, pour reprendre le titre du poème de Banville évoqué à l'instant, un songe d'hiver qui s'offre à l'imagination du lecteur. Dehors, la neige et le vent glacial, comme nous le fait entendre le 2e quatrain avec ses allitérations en R, en F, en S. Court le froid avec ses silences de faux. Avec aussi les 4 syllabes interminables, onomatopéiques, et pour tout dire lugubre du verbe ululer. Je n'y ululerai pas de vide nenni. Dehors, l'hiver donc, et au coin d'un feu de cheminée, le pied posé sur un chenet, le poète. C'est ce que nous dit le 2e tercet. Ces bouquins refermés, sous l'effet combiné de la magie d'un mot et du contraste entre le froid du dehors et la chaleur du foyer,
sa rêverie le conduit des rivages de Paphos et de son temple en ruine, baigné par les feux du soleil, c'est le premier quatrain, au sein charnu et parfumé de la femme aimée, premier tercet, avant de repartir vers la mythologie grecque et le sein brûlé d'une antique Amazone dans le dernier tercet. On pourrait en rester là et savourer la force évocatrice de cette version malarméenne de la rêverie au coin du feu, si le poème n'était pas parcouru par quelques discordances qui semblent en menacer la cohérence d'ensemble. Première bizarrerie dès le deuxième vers du sonnet, avec la notion de génie, d'un acte de création volontaire, renforcé d'ailleurs par le choix qu'implique le verbe élire dans le même vers. Autant de termes qui s'accordent mal avec l'abandon et la passivité d'une rêverie au coin du feu. Autre discordance, le « je n'y ululerai pas de vide nenni » du deuxième quatrain. À rebours du lyrisme, ravalé au rang de vide nenni, le poète accueille l'adversité avec une sagesse toute stoïcienne, allant jusqu'à s'identifier avec une chouette, animal favori d'Athéna, déesse grecque de la raison et de la sagesse. Troisième surprise, l'antithèse exposée dans le premier tercet est concentrée dans la formule « docte manque ». On reconnaît là un oxymore, figure de style qui consiste à mettre en relation deux antonymes et dont la littérature nous donne des exemples fameux, le soleil noir de la mélancolie de Nerval ou l'obscure clarté qui tombe des étoiles de Corneille. L'adversité, le manque et le désir inassouvi deviennent source de plaisir, de contentement et de plénitude. Faut-il en rester là ? Mettre ces bizarreries sur le compte de la licence poétique, bref, rendre les armes, ou continuer le combat. Nous allons choisir cette deuxième option en faisant alliance avec le linguiste et critique littéraire franco-américain Michael Riffater. Dans son ouvrage Sémiotique de la poésie, il nous invite à ne pas baisser les bras devant ces aspérités qui altèrent, voire annulent, la pleine et bonne compréhension du poème, et à y voir, bien au contraire, un appel à un travail d'interprétation supplémentaire. Comme il l'écrit de façon stimulante, un poème nous dit une chose et en signifie une autre. Cette autre chose que le texte signifie, c'est ce qui en fait l'unité, l'homogénéité. Le texte poétique est pour Riffater, je cite, une variation ou une modulation d'une seule structure, thématique, symbolique, qu'importe. Ce que Riffater appelle une structure peut être un thème, un symbole, une expression, une locution. Cette structure unique donne la clé du poème et en fait l'unité parce qu'il en est, dans toutes ses dimensions, sous tous ses aspects, l'expansion. En l'occurrence, le sonnet « Mes bouquins refermés » peut se lire comme une variation autour du thème de la création ex nihilo à partir de rien. D'abord invisible ou caché, ce fil conducteur s'impose avec une évidence croissante au fil des lectures. C'est lui qui donne son sens à l'antithèse du premier tercet, fécondité du manque, puisque c'est de lui que jaillit la création. C'est lui qui explique la sérénité du poète face aux rudesses de l'hiver. Saison hostile et stérile, l'hiver devient paradoxalement propice à la création. C'est lui aussi qui éclaire d'un jour nouveau la référence au seul génie du premier quatrain. La création est l'expression d'un contrôle, d'une maîtrise, d'une volonté, qu'un éclate de chair humain et parfumant. Cet impératif qui fait surgir un sein du néant, résonne comme un écho de la Genèse, premier livre de la Bible, qui retrace la création du monde ex nihilo. Autres allusions à la Genèse dans le sonnet, les motifs des fruits et du serpent, notre guivre du dernier tercet. C'est ce fil conducteur, enfin, qui relie entre eux les trois actes de création qu'évoque le sonnet dans une sorte de gradation. Paphos d'abord, nom d'une cité éloignée dans le temps et dans l'espace, mais aussi mot-valise du paysage faux que le poète s'amuse à en extraire avec son seul génie. Le fruit de chair humain et parfumant ensuite, le sein de l'aimée absente que le poète fait surgir, qu'un éclate dans un acte démiurgique.
le sein brûlé d'une antique Amazone, enfin, au dernier vers du sonnet, à celle du sein de l'être aimé, favorisé par le désir charnel que symbolisent les braises du foyer, le poète préfère la recréation du sein manquant d'une Amazone de légende. Créer à partir de rien, faire surgir du néant l'amour et la beauté, comme Aphrodite est née de l'écume au large de Paphos, c'est l'ambition et l'art poétique de Mallarmé exprimés dans ce sonnet, dernière pièce de son recueil Poésie, dont l'exergue s'ouvre sur ces trois mots « Rien, cette écume ».